Très bon début de semaine à toutes et à tous et merci d'être des nôtres pour ce nouveau tour de l'actualité économique. L'entrepreneuriat des jeunes sera bientôt boosté au Ghana. 100 millions de dollars seront investis dans le secteur. Comment augmenter les investissements publics au Burkina Faso? La question préoccupe le FMI qui suggère un certain nombre de réformes. Enfin, la Namibie fait le pari du tourisme pour mieux faire face à la crise économique. L'État ghanéen entend investir 100 millions de dollars au cours des 4 prochaines années pour former les jeunes à l'entrepreneuriat. Selon le ministre du Développement et des Entreprises, le Ghana, qui mise sur une prochaine génération d'entrepreneurs, travaille à orienter l'investissement public vers le secteur privé afin justement de stimuler l'esprit entrepreneurial au sein de la couche juvénile. Le FMI et le Burkina Faso sont en pourparlers en vue de conclure un nouvel accord au titre de la facilité élargie de crédit. Cet accord devrait permettre au Burkina Faso de concilier l'augmentation de l'investissement et le maintien de la stabilité macroéconomique. Le pays devra cependant s'engager dans un certain nombre de réformes. Le Burkina Faso devra engager plusieurs réformes afin d'augmenter les investissements publics tout en réduisant les recours aux emprunts. C'est ce que recommande le Fonds monétaire international qui pourrait bientôt finaliser un nouvel accord avec Ouagadougou au titre de la facilité élargie de crédit. Au nombre de ces réformes figure l'augmentation de l'espace budgétaire en droite ligne avec la hausse de l'investissement. Pour le FMI, il est nécessaire d'accroître les recettes et de freiner la croissance des dépenses courantes pour éviter de recourir à des emprunts excessifs, en particulier sur un marché régional déjà tendu. L'institution de Bretton Woods estime aussi qu'un renforcement des procédures de sélection et d'exécution des projets accroîtrait l'efficience de l'investissement au Burkina Faso. Aussi, le pays devra améliorer sa gouvernance, accroître le rôle des femmes dans l'économie, œuvrer en faveur de l'égalité des sexes et protéger les pauvres. Toutes choses qui devraient susciter une plus grande inclusion et conférer aux femmes l'opportunité de participer de manière lucrative à l'activité économique. Le gouvernement tunisien se fixe de nouveaux objectifs afin de redynamiser l'économie du pays. Le gouvernement entend doubler la croissance économique de la Tunisie, réduire le déficit budgétaire et revoir certaines restrictions appliquées au dinar, qui est la devise nationale. Principal objectif, atteindre d'ici à 2020 une croissance de 5%, tout en ramenant le déficit budgétaire à 3% du produit intérieur brut. Autre ambition des autorités tunisiennes, la réduction de la masse salariale de la fonction publique de 15% actuellement à 12,5% du PIB et la stabilisation du ratio dette-PIB à 70%. Tout comme la Tunisie, l'Éthiopie veut aussi relancer son économie. Pour y parvenir, le pays a opté pour la diplomatie économique. À juste titre, les diplomates éthiopiens ont reçu pour mission de doubler les efforts afin d'attirer les investissements directs étrangers et rechercher des investisseurs potentiels tout en accélérant le transfert des technologies. Ceci conformément au plan prévu dans le second plan quinquennal de croissance et de transformation exécuté depuis 2015 dans le pays. Pour sa part, la Namibie mise sur son tourisme pour diversifier ses ressources. Le pays attire d'ailleurs de plus en plus de touristes, notamment grâce à la richesse de sa nature et de son histoire. Pour leur lune de miel, Anouk et Yann sont venus en Namibie. Ces jeunes Néerlandais ne regrettent pas leur choix. En quelques jours, ils ont dormi sous les étoiles dans le désert, fait une excursion en montgolfière et même pagayé avec les otaries.
Jan Menki emmène ses clients faire du kayak depuis les plages de Walvis Bay depuis 20 ans. Et elle ne connaît pas la crise. Le tourisme est devenu de plus en plus important au fil des années et les gens aiment faire des activités au lieu de juste visiter. Le kayak, par exemple, c'est facile et on est très proche de la nature. La mer, le soleil, une grande variété de paysages et les animaux sauvages dans les parcs nationaux, c'est cette diversité qui attire chaque année des centaines de milliers de touristes dans ce grand pays d'Afrique australe. Depuis une dizaine d'années, ils sont de plus en plus nombreux, encouragés aussi par la faiblesse de la devise nationale. J'ai principalement fait l'Asie, qui est quand même beaucoup moins cher en général. L'Afrique, on sait que c'est une destination, notamment la Tanzanie, le Kenya. C'est des destinations qui sont très chères. Et je trouve que la Namibie, justement, ça n'a pas encore atteint les prix de ce genre de pays. Et je trouve que c'est relativement abordable. Parmi les sites favoris, Kolmanskop, une ville fantôme construite au début du XXe siècle par des colons allemands. Le tourisme représente la troisième activité de la Namibie, avec 1 milliard d'euros de revenus, derrière les mines et la pêche. Le gouvernement en a fait un secteur clé pour diversifier l'économie, morose et très dépendant des activités minières. Mais les professionnels réclament plus d'investissements. À certains moments, je ne peux pas vous trouver de logement, quelle que soit la somme dont vous disposez. Nous avons des hautes et des basses saisons très marquées, mais même en période intermédiaire, on peine à trouver le type de logement ou le type d'expérience que les gens recherchent. Avec seulement 2,5 millions d'habitants sur plus de 800 000 km², la Namibie a la place d'accueillir plus de touristes. Reste que l'un de leurs principaux arguments pour venir, c'est justement le plaisir des déserts et des grands espaces non pollués par les autres. L'économie mondiale a besoin d'un nouveau plan Marshall qui devrait s'inspirer de celui de 1947. C'est en tout cas ce qui ressort du rapport 2017 de la CNUSED. Ce rapport, rendu public la semaine dernière, apporte une réponse à l'enlisement de l'économie mondiale. Intitulé « Au-delà de l'austérité vers une nouvelle donne mondiale », le rapport 2017 de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement CNUSED peint une économie mondiale qui se redresse mais ne décolle pas, à moins de s'inspirer de l'esprit de 1947 lorsque les principales institutions et économies mondiales se sont unies pour lancer le plan Marshall. En effet, selon la CNUSED, un effort tout aussi ambitieux est nécessaire pour remédier à l'iniquité de l'hypermondialisation et rendre l'économie inclusive et durable. À ce titre, l'agence onusienne plaide pour une hausse des investissements publics avec une politique de grands travaux. La CNUSED préconise aussi qu'un accent plus prononcé soit mis sur les activités de prestation de soins, tout en recommandant une hausse des recettes publiques, notamment de l'imposition des grandes fortunes. Dans le même contexte, la mise en place d'un registre financier mondial avec les noms des détenteurs d'actifs financiers partout dans le monde est suggérée pour que soit gagné le pari d'une fiscalité plus juste. Le dernier rapport de la CNUSED lève aussi un coin de voile sur les prévisions 2017 de la croissance mondiale qui devrait tourner autour de 2,6%, soit un peu plus qu'en 2016, 2,2%, mais nettement moins qu'avant la crise financière de 2008 où le taux moyen était de 3,2%. Enfin, ce rapport relève que la plupart des grands pays émergents qui, contrairement aux pays riches, ont évité l'austérité entre 2011 et 2015, font face désormais à de sérieux risques de dégradation de leur situation. En cause, la hausse de l'endettement, l'instabilité politique, la chute des prix des produits de base et l'appréciation du dollar. Fin de la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve dans un instant. Et nous retrouvons ainsi notre chroniqueur Casimir Pédior. Bonjour Casimir et bienvenue. Merci, bonjour. Merci. Alors aujourd'hui, nous parlons de la Sierra Leone qui table désormais sur un régime commercial plus restrictif. C'est ce que nous apprend donc le système financier à l'international, la Sierra Leone, qui, au regard des difficultés liées donc à la chute du prix du fer à l'international en 2013 et surtout à la maladie à virus Ebola qui a frappé donc le pays en 2014, la Sierra Leone a vu son économie fragilisée au point où d'un cumul de 21,7%
donc, du PIB, la Sierra Leone s'est retrouvée au bas de l'échelle avec un produit intérieur brut de l'ordre de moins 21,7%, ce qui n'a pas du tout permis à un pays comme la Sierra Leone, qui jadis travaillait déjà pour un taux de croissance de l'ordre de 2 chiffres, s'est vu fragilisé, a vu son économie partir donc en lambeaux. Depuis, la Sierra Leone essaie de reconstituer, de colmater les brèches pour refaire une santé économique, mais toujours qu'il y a des difficultés aujourd'hui qui ne permettent donc pas au pays de reprendre du souffle. Conséquence, le pays a donc décidé, comme vous le disiez tantôt, de revoir son régime commercial afin de pouvoir offrir un mieux-être à sa population, en tablant ici sur une nouvelle loi, notamment au niveau de la douane. Au niveau de la douane, aujourd'hui, la Sierra Leone a revu donc sa position pour permettre donc aux commerçants de mieux se porter et à son économie d'aller de mieux en mieux. Vous l'avez évoqué, le pays a été frappé par l'épidémie à virus Ebola et depuis peine à retrouver son équilibre. Quels sont les facteurs sur lesquels les autorités du pays, justement, doivent mettre l'accent pour décoller? Déjà, je suis déjà en train de citer donc ce facteur-là, à savoir réviser les accords au niveau de la douane, au niveau du commerce de façon générale. Mais les autorités ont compris également qu'il faut axer aujourd'hui son économie sur le secteur privé. Donc, dans un partenariat public-privé, la Sierra Leone est en train donc de comprendre qu'il faut investir au niveau donc des PME, des PMI, les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries dans un pays qui, jadis, n'avait pas opté donc pour ce secteur-là, pour son économie, a dû revoir donc sa stratégie. Aussi, la Sierra Leone est en train de miser aujourd'hui sur l'agriculture. L'agriculture, qui n'était pas la chose la mieux partagée au niveau du pays, est obligée aujourd'hui de venir au secours donc d'un secteur minier qui peine toujours à reprendre ses lettres de noblesse. Et donc, l'agriculture, aujourd'hui, la Sierra Leone mise beaucoup plus sur l'agriculture. On annonce également le secteur du tourisme. Le tourisme aujourd'hui au Sierra Leone, c'est quand même un secteur pourvoyeur de richesse. Donc le gouvernement est en train de revoir sa copie afin que plus de destinations soient donc orientées vers la Sierra Leone. Tout ceci combiné permettra certainement au pays d'ici à là de reprendre son souffle économique. Kazmi Pédior, comment arriver à tout ce que vous venez de dire quand nous savons que dans ce pays, les PME ont difficilement accès au crédit? Oui, c'est une réalité au Sierra Leone aujourd'hui. D'ailleurs, au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de façon générale, il est très difficile pour les petites et moyennes entreprises d'avoir accès direct au crédit. Il y a plein donc de conditions fixées par les banques, par les institutions donc de microfinance qui forcément parfois exagèrent un peu dans les demandes. Et donc le gouvernement est en train de voir par quel mécanisme offrir donc du garantie au niveau donc de ces institutions afin que le crédit soit davantage souple donc au niveau donc des PME et des PMI en ce qui concerne déjà les conditions pour avoir accès à ces crédits et surtout le taux d'intérêt qui au niveau de la Sierra Leone crève le plafond parce que dans le pays aujourd'hui on pratique un taux d'intérêt de l'ordre de 10 à 12% donc d'intérêt, ce qui n'est pas du tout favorable pour les petites et moyennes entreprises, notamment les plus fragiles qui aujourd'hui évoluent dans le secteur informel. Il faut dire que la Sierra Leone, c'est environ 75% de son économie dans l'informel. Il va falloir aujourd'hui trouver le mécanisme par lequel tout ce secteur doit être donc converti vers le formel afin de pouvoir bénéficier donc de ces subventions au niveau donc des banques et institutions de microfinance et pourquoi pas les institutions de Bretton Woods telles que la Banque mondiale et le FMI qui également sont en train de s'intéresser parce qu'il faut le dire, la maladie à virus Ebola a laissé pas mal de séquelles au niveau du pays et ces institutions sont engagées désormais à accompagner le pays. Donc, merci il va beaucoup, falloir trouver merci le Kazimir Pédior. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. On se retrouve demain pour la suite. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, à vous aussi, nous donnons rendez-vous demain dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. À demain.